Oh, mais je ne savais pas tout ça. Merci SFX. Oh, vous êtes là. Connaissez-vous SFX? C'est un magazine de cinéma qui parle d'effets spéciaux, mais aussi de cinéma d'horreur. Parce que oui, j'ai 2 pages dans lesquelles je vous parle de cinéma d'horreur. Vous pouvez retrouver ce magazine dans les kiosques, évidemment, mais aussi sur l'internet. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver un lien avec lequel vous pouvez acheter ce magazine. Ça ferait plaisir à Drawer, mais aussi à toute la presse papier qui se meurt. Quoi? Keanu Reeves a joué dans Matrix? Bonne vidéo. Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fin d'année où on va faire le top des films d'horreur de 2021. Je ne ferai pas de flop, j'en fais plus parce que je trouve ça inutile de vous proposer des films que vous ne regarderez de toute façon jamais et de chier dans les bottes de gens qui font du cinéma et que c'est pas facile de faire du cinéma, autant ne pas tirer sur l'ambulance. Donc je vais vous parler que de bons films et voilà, d'avoir des recommandations, c'est toujours plus sympa pour entamer 2022 avec des rattrapages puisqu'il y a eu de très très bons films en 2021. Dans ce top, j'ai aussi fait le choix de ne pas mettre les blockbusters, à savoir les films qui ont fait quand même beaucoup parler d'eux, mais plus de mettre des films indépendants qui ont fait un peu moins de bruit, mais qui n'en demeurent pas moins très intéressants. J'en profite aussi pour vous dire qu'en 2021, j'ai participé à une anthologie de courts-métrages qui s'appelle Lettres de l'angoisse, dans laquelle j'ai fait un petit court-métrage qui s'appelle P pour pénis. Chaque youtubeur recevait une lettre de l'alphabet et devait faire un court-métrage, donc comme pour ABC of Death. Et donc voilà, donc mon court-métrage n'est pas exemple de défaut, hein, c'est mon premier, mais il a été fait avec le cœur, hein, c'est ce qu'on dit quand on fait de la merde en général, mais bon, je vous invite à aller le voir, me dire ce que vous en avez pensé, il est sur le YouTube. Donc des films comme Titan, Sans un bruit, Malignant ou Conjuring ne seront pas dans ce top, même si j'ai beaucoup aimé Titan, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, j'ai beaucoup aussi aimé Malignante, mais bon, voilà, si vous voulez mon avis dessus, vous pouvez aller sur Instagram, souvent je partage mon avis sur des films comme ça assez rapidement. On commence tout de suite par la 10e place avec un film de S.K. Dale qui s'appelle Till Death, donc jusqu'à la mort. Un film avec la magnifique Megan Fox. Donc j'avais pas vu Megan Fox dans un film depuis, comment il s'appelle, le film Jennifer's Body. Puis bon, c'était pas non plus le film de l'année, mais là dans celui-là, voir Megan Fox qui est tout à fait sublime mais tout à fait refaite, hein, on va pas se mentir. C'est un espèce de survival movie où elle se retrouve menottée à un gars qui décède. Ça rappelle le film de Stephen King, enfin l'adaptation de Stephen King qui était sortie sur Netflix dont j'ai déjà oublié le nom. Et donc elle se retrouve dans un paysage montagneux. Moi j'aime bien les paysages enneigés, un peu comme dans Shining ou comme dans le film, comment il s'appelait celui-là, The Lodge. The Lodge que j'avais mis dans un top précédent. Et elle est enchaînée à un cadavre. Donc évidemment, c'est pas facile, elle a du mal à trimballer le corps. Et puis bon, alors outre les choix, bon toujours les choix de films d'horreur sont toujours plus ou moins judicieux. Le film a une bonne tension, on se fait pas chier un instant. Tout le décor a été fait entièrement en studio pour un truc en pleine neige. Enfin c'est fou parce que la neige a été faite avec du papier. Enfin voilà, donc c'est assez bluffant, je l'ai su après coup. Voilà, mais du coup on se rend pas trop compte. Trouve la fille. Elle pourrait être à des kilomètres d'ici. Le film est encore un peu un hard concept, comme on a pu l'avoir aussi dans le film DOS, qui n'est pas dans ce classement, qui est un film qui est sur Netflix, qui reprend un peu le concept des Human Centipede, enfin entre guillemets, puisque c'est un film espagnol où 2 personnes se retrouvent cousues ensemble par le ventre environ. Ils se réveillent dans une chambre et ils se disent bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on se libère de ça et qui nous a fait ça surtout. Donc le film est pas nul, hein, DOS, il y a des gens qui l'ont trouvé nul, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant, mais il est pas dans ce top, il est assez anecdotique, mais il a le mérite d'exister. Je vais me libérer de toi, même s'il faut que ce soit la dernière chose que je fasse. À la 10e place, je vous propose le film The Stylist, réalisé par, et là je prends mon téléphone parce que Jill Gevargizian, voilà, on ne connaît pas, et donc c'est un film où il y a une coiffeuse qui est un peu mal dans sa peau, elle est vraiment pas bien, elle est complètement dérangée, on va pas se mentir. C'est joué par l'actrice qui jouait dans le film Contracted, que j'avais beaucoup aimé aussi, qui est un film sur Netflix où une femme se voit se décomposer suite à un virus ou un truc comme ça, je sais plus trop, je l'ai vu il y a longtemps, et j'avais beaucoup aimé, et cette actrice s'appelle, je regarde, Nadjara Townsend. Elle est aussi très jolie, ça n'enlève en rien le plaisir.
Donc c'est l'histoire d'une coiffeuse qui, donc comme je vous le disais, est mal dans sa peau et elle aimerait bien être un peu avoir des amis, être dans la peau de quelqu'un d'autre. Enfin voilà, elle jalouse un peu ses clientes et elle va les scalper. Voilà, elle enlève le scalp quoi, et puis elle s'en fait une perruque. Donc elle collectionne les perruques dans son basement, dans son sous-sol, et c'est super cringe. Et d'ailleurs, ça fait penser à Maniac de William Lustig, ou le Maniac même plus récent avec Elijah Wood. C'est un espèce de slasher urbain, complètement psyché, avec une très très belle photographie et un jeu d'acteur impeccable. It's almost like having a family. Are you okay? Je trouve que l'actrice Nadjara Townsend a un jeu très malaisant, on sent qu'elle est vraiment investie dans son rôle, et elle joue beaucoup dans des films d'horreur, hein, visiblement, et j'ai vraiment adoré, en fait. C'est un film que j'ai vu pendant un festival. Voilà, vraiment, je suis resté scotché du début à la fin. Alors, c'est pas un film ultra mémorable, mais il a énormément de cœur. C'était un très très bon moment. C'est très body horror, hein, voilà, on maltraite le corps. Et c'est tiré d'ailleurs d'un court métrage. En gros, c'est un court métrage étendu, vu qu'elle joue aussi dans le court métrage. Et donc voilà, donc c'est super moment, je conseille. Le prochain long métrage est Cavit, un film de Damian McCarthy, que vous pouvez retrouver sur Shadows, hein, c'est pas sponsorisé mais bon je vous le dis. Alors c'est un super film, là celui-là c'est une très très bonne surprise, un film en huis clos qui parle d'un gars qui a pas de métier et un pote à lui, je sais plus qui c'est exactement, s'en fout, lui propose d'aller travailler dans une maison pour garder un membre de sa famille, je sais plus si c'est sa nièce, sa fille, peu importe. Et cette nana a des troubles de paranoïa en gros, et on voit dans une intro où elle est complètement fucked up avec un lapin en peluche et on sent qu'il y a des esprits un peu dans sa maison. Voilà, il y a tout un univers en huis clos donc dans cette maison. Le gars accepte le travail et se rend donc dans cette maison, et il se rend compte que cette maison est sur une île. Voilà, elle est complètement sur une toute petite île où il n'y a que cette maison et quelques renards qui traînent. Et lui, il arrive, il dit mais je sais pas nager. Par contre, voilà, il fait remettre ta gueule, il y a une barque, prends la barque et vas-y. Il fait bon, ok. You didn't say anything about the house being on an island. Come on. What's the big deal? Il arrive là-bas, il rencontre la nana qui se cache les yeux comme ça, la meuf elle est totalement creepy. Il fait bon bah ok, j'accepte de la garder, j'ai besoin de thunes, apparemment c'est bien payé. Et le mec qui l'embauche lui dit écoute, en plus il faut que tu mettes ce harnais qui est en fait relié à une chaîne, une longue chaîne de 10 mètres, et tu ne pourras plus sortir de la maison quoi. Enfin, en gros t'es bloqué, sinon la nana elle acceptera pas que tu la gardes. Le gars il fait bah non en fait je vais pas rester avec ça, je vais pas rester enchaîné, enfin what the fuck, dans une île en plus où je peux pas sortir, enfin et avec une tarée quoi. Et il fait mais si tu vas le faire, et après il fait bon si je vais le faire, sinon il y a pas de film en fait. À partir du moment où tu acceptes les conditions mises en place par le film qui sont très très dures à accepter, tu peux te lancer dans le film qui a une photographie très soignée, qui est un huis clos super anxiogène franchement au niveau, ben voilà en fait c'est un film d'horreur qui met pas beaucoup de jumpscares, bon, il y en a 2-3, mais ça fout la pétoche parce qu'il y a une grosse tension qui évolue et on comprend petit à petit, on sait pas trop si on a affaire à une tarée, si on a affaire à des fantômes, si on a affaire... Voilà, il y a tout un... Il y a une petite bestiaire avec cette peluche qui arrive à communiquer avec lui et tout. Enfin voilà, donc c'est super creepy, donc il y a des très mauvais choix, notamment alors c'est pas du spoil, hein, mais un moment il a l'occasion d'appeler les secours, et à côté du téléphone il y a la clé qui lui permet d'ouvrir son harnais dans lequel il est attaché. Et le gars il appelle les secours et il prend pas la clé quoi. Elle est juste à côté, il prend pas la clé. Et là ça m'a fait sortir du film, je me suis dit mais pourquoi? En fait voilà, le gros problème de ce film, c'est qu'il y a énormément de choses que doivent accepter le spectateur, et parfois bon la coupe est un peu pleine et c'est un peu compliqué. Mais mis à part ça, le jeu d'acteur est très très bon, le gars joue super bien, le gars qui est enchaîné, et bon après la résolution est un peu aussi tirée par les cheveux, bon voilà, donc c'est tiré par les cheveux le film, mais c'est excellent. D'ailleurs, Cavit veut dire apparemment genre acceptation, le fait d'accepter les conditions les conditions quand on fait des choix, et je trouve que effectivement le film porte bien son nom, puisque il faut accepter beaucoup de choses pour faire ce métier. Donc ouais, Cavit pouvait y aller, très très bon moment, en plus le film dure pas trop longtemps, donc c'est cool. En 7ème position, nous allons parler de A Classic Horror Story, un film Netflix que j'ai lancé comme ça sans attendre rien du tout. Et c'est un film italien aussi, donc ça c'est toujours sympa parce que ça fait, à part avoir des giallo, on n'en voit plus beaucoup des films comme ça, et puis les giallo, il y en a de moins en moins. Sauf bien sûr Last Night in Soho qui est carrément un giallo, mais que j'ai pas mis dans le top parce que bien sûr beaucoup trop connu, mais dont je pense quand même le plus grand bien. Alors là aussi pour dire le nom des réalisateurs, je suis obligé de prendre mon téléphone, pardon, mais c'est de Roberto De Feo et de Paolo Stripolli.
avec l'accent c'est mieux. Donc c'est un film qui utilise les poncifs des films d'horreur pour refaire un film d'horreur avec. Donc c'est assez méta. Donc c'est des jeunes qui sont dans un van et qui ont un espèce d'accident ou s'arrêtent, je sais plus, et se retrouvent du coup téléportés dans un autre endroit. Ils se réveillent, ils font mais what the fuck, quoi, ça après un accident, et ils se réveillent juste à côté d'une maison, genre maison de sorcière, maison cabane in the wood par excellence. À l'intérieur se retrouve un enfant qui est emprisonné. Enfin bon bref, il y a plein de trucs de torture et tout. Enfin bon, c'est la merde. Et même dans le film, le gars dit putain, j'ai l'impression d'être dans un scénario de film d'horreur. Ils font des groupes de 1 et tout, enfin c'est n'importe quoi. Mais tu peux accepter le contrat fait avec le film assez facilement. À partir du moment où tu connais les codes des films d'horreur et tout, c'est assez jouissif. On voit que les réalisateurs s'en donnent à cœur joie d'utiliser tous ces petits mécanismes des films d'horreur qu'on connaît tous. Mais là, ils en sont conscients. Par contre, on sent qu'ils s'amusent beaucoup à jouer avec ça. Et parfois, c'est un peu... On sent qu'ils sont un peu dans le trop plein d'idées, quoi. Et parfois c'est un peu brouillant. Alors on peut penser à Midsommar, on peut penser à The Witch, on peut penser à Evil Dead, il y a même un cerf au mur en termes de déco, enfin voilà, on peut penser à plein de choses. Parfois c'est un peu maladroit, mais il y a un bestiaire assez génial. L'utilisation des masques et du torture porn entre guillemets est vraiment bien faite. Il y a même des références avec du found footage et tout. Il y a un twist final. Enfin, franchement, le film est vraiment honnête et j'ai passé un super moment. Ma perché nessuno lo dice? Questo è proprio il classico film dell'orrore. Je m'y attendais pas, donc en plus je connaissais pas l'histoire du film, j'ai lancé ça un peu au pif, tu sais, comme quand tu es sur Netflix, tu passes 4 heures à choisir ton film et tu es ah tiens ça a l'air pas mal, on y va, pam, et c'est sympa. Donc ça parle aussi un petit peu de légendes urbaines italiennes, notamment qui ont rapport avec la mafia, ils en parlent dans le film. Ça je trouve ça bien, un film qui a une certaine nationalité et qui a conscience de celle-ci et qui la réinjecte dans son film, comme un peu le film Nobody Sleeps in the Wood, que j'avais un petit peu moins aimé. D'ailleurs ils ont fait une suite, alors, je l'ai pas vu parce qu'il paraît qu'elle est catastrophique, je crois que c'est un film polonais ou un truc comme ça, mais en tout cas il y a un peu le folklore de son pays. À la 6e place, je vous propose Un Petit Gore de Joko Anwar, je sais pas comment on le dit, donc c'est un film indonésien qui est sorti en début d'année, mais ça fait un moment qu'il tourne dans les festivals, donc beaucoup l'ont vu dans les années précédentes, depuis 2019 il tourne déjà, mais moi je l'ai découvert que cette année au Festival Fantastique de Strasbourg, meilleur festival du monde, je les embrasse. Dernière séance, donc genre j'ai dû voir 12 films, mais c'était le dernier que je voyais, donc j'étais crevé, j'entendais plus à rien, j'étais là blasé, et le film m'a embarqué dans son histoire. Donc c'est en gros, dans mes souvenirs, une femme qui retourne dans son village d'enfance dans lequel il y a une malédiction qui est, alors la pire malédiction du monde, c'est les enfants, les bébés naissent sans peau. Voilà, tu nais écorché et c'est douloureux. Donc il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont vraiment, qui marquent en tout cas, qui marquent la rétine. Moi je m'en souviens très bien des bébés écorchés, sachant que je suis papa, ça fait mal. Alors, en fait t'as pas besoin d'être papa pour que ça fasse mal, hein, quelque part. Et il y a tout un truc avec du zombie, du vaudou. Alors c'est aussi très trop parfois même généreux, sachant qu'il y a des moments où c'est un petit peu en dessous, il y a des moments de flottement, puis après ça revient avec plein de choses, mais le film est génial, franchement, moi grosse claque. Voilà, en termes de générosité, ça se pose là, quoi. Il y a vraiment un petit peu de tout. La résolution de l'histoire est un peu what the fuck, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Le film en lui-même est what the fuck, hein. En fait, il y a tellement de choses où tu te dis, bon, bah, c'est complètement aberrant, mais tu t'éclates, quoi. Enfin, je veux dire, le film pousse les potards à fond, il utilise le fantastique, les légendes, les mythologies et tout, et toi, t'es là, tu te dis, putain, jusqu'où ça va, tu t'imprègnes en fait de tout ça et t'acceptes tous les contrats, t'es ok avec tout ce que te propose le réalisateur et tout ce que te propose le scénario. Très bonne surprise que ce Un Petit Gore, film en plus international, enfin voilà, un film indonésien, c'est pas tous les jours qu'on en voit, mais quand on en voit un bon, je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Faut que j'aille voir un orthophoniste un jour quand même. D'ailleurs le titre original ça veut dire putain de femme, alors ils ont traduit en Un Petit Gore, mais voilà, putain de femme. En 5e place, je vous propose Mortuary Collection, qui est un film de Ryan Spindle, film qui a beaucoup tourné en festival aussi, qui est un film à sketch, on peut dire. C'est l'histoire d'une nana qui va dans une espèce de morgue, un funérarium, je sais pas comment dire, mortuary, un endroit où ils embaument des corps, ils font les crémations et tout. Et il y a un gars très chelou, ultra maquillé qui l'accueille et qui cherche quelqu'un pour l'aider. J'ai vu un panneau devant avec une annonce. Vous cherchez une assistante? Oui. Du coup, elle a envie de l'aider, elle postule et ils se mettent à discuter de trucs et tout. Et elle veut avoir des histoires. On sent qu'elle est chelou, quoi. En tout cas, qu'elle a une espèce de désir morbide derrière son CV, quoi. Donc elle lui demande de lui raconter des histoires et le gars lui raconte des histoires. Et ces histoires donc sont illustrées dans le film. On a une espèce de flashback où on vit l'histoire que nous raconte
le gars qui tient le funérarium. Donc il y a 2-3 histoires, plus une histoire qui englobe le tout avec donc cette nana qui postule, on en apprend un petit peu plus sur elle et ça boucle le film comme ça, donc c'est assez méta encore une fois. Le film est excessivement bien réalisé, ça j'ai adoré la réal, la photographie est super, il y a plein d'artifices, plein d'éclairages qui sont faits manuellement, qui sont très malins, des plans qui sont aussi très très malins. Alors le film est aussi empreint de références, il y a des références à Babysitters, enfin à Babysitters, au meurtre des babysitters, à savoir un peu au film à la Halloween, les slashers et tout, avec des retournements de situation qui sont vraiment sympas. Le jeu d'acteur est vraiment très très bon aussi, il y a beaucoup d'effets de maquillage, il y a très peu d'effets spéciaux numériques. Le film a vraiment un storytelling qui est super, vu que voilà, ça raconte des histoires. Donc au niveau de la narration, c'est vraiment bien foutu. On est vraiment happé, on a l'impression qu'on nous lit un livre en fait, un petit peu. D'ailleurs, au début du film, il y a une espèce de bouquin qui s'ouvre et on nous fait comprendre clairement qu'on va rentrer dans des histoires. Donc c'est un petit peu les histoires, les contes de la crypte, mais en version un petit peu plus trash, parce que quand même le film est assez jusqu'au boutiste et il y a des scènes qui valent leur pesant de cacahuètes. Pour l'anecdote, le film est d'ailleurs tourné dans un musée à Astoria dans l'Oregon, endroit où a été tourné les Goonies par exemple. En 4e position, je vous propose Coming Home in the Dark, film de James Ashcroft, film que j'ai eu la chance de présenter dans le cadre d'une diffusion au Gaumont Montpellier Multiplex, où voilà, donc c'était un film que j'avais vu en festival, donc encore une fois au FEFS, et ça parle de, alors je peux pas trop vous spoiler, donc je veux pas trop vous en dire, mais en gros ça se passe en Nouvelle-Zélande, il y a un accent vraiment incroyable à couper au couteau, ou si t'as pas les sous-titres tu comprends que dalle, et c'est en gros une famille un peu exemplaire. Ça y est, allez, on prend la pause. Vous êtes prêts? Qui va se balader en Nouvelle-Zélande avec leur 4x4 et ils se retrouvent dans la prairie pour faire un petit pique-nique, et là il y a 2 hommes qui arrivent avec un fusil. Je suis magicien. Je fais disparaître certaines choses. Et ça tourne mal. Ils les embarquent dans leur 4x4, dans leur propre 4x4, pour aller faire une espèce de virée. Le film s'appelle Balade meurtrière en VF, le nom est un peu dégueulasse, mais bon, c'est un petit peu ça quand même l'idée, et donc c'est une espèce de survival road movie, où la famille va devoir s'en sortir face à ses agresseurs. C'est super violent, moi ça m'a fait penser une espèce de violence abrupte qui vient de nulle part, un peu à la Funny Games de Haneke, et ça part un petit peu crescendo, on en prend un petit peu plus sur les agresseurs au fur et à mesure, enfin voilà, il y a une très très bonne tension, franchement le film est excellent, il est disponible en VOD je pense, encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu de la chance de le voir en salle 2 fois, et voilà, donc très 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 bon film qu'est ce Coming Home in the Dark. Parce que sinon c'est moi qui vais te tuer. Recommence. Cours, vas-y, fonce, fonce. En 3e proposition, je vous propose un film documentaire qui s'appelle L'Exorciste selon William Friedkin, donc film d'un réalisateur suisse qui s'appelle Alexandre O. Philippe. Pas si dur au final. Où en gros on a William Friedkin qui est dans sa chaise et qui nous raconte l'histoire de la réalisation de L'Exorciste, le film culte, donc écrit par William Peter Blatty, et il nous parle de son rapport au cinéma, sa façon de réaliser, sa façon de diriger les acteurs, sa vision du film, ses aspérités, ses qualités, ses défauts, enfin voilà, il parle un petit peu de tout à cœur ouvert quoi. Et alors William Friedkin, on voit quelqu'un de très bavard qui aime beaucoup parler de lui, j'avais vu le documentaire Friedkin Uncut qui est aussi un très très bon documentaire que je vous conseille, mais dans celui-là ça se focus beaucoup évidemment sur L'Exorciste, et comme c'est un film que j'affectionne particulièrement, eh bien on en apprend beaucoup, je pensais tout savoir, et bien non. I didn't want any backstory, no flashbacks. Just a straight-ahead story that was done as realistically as possible. Il y a des choses que j'ai apprises dans ce documentaire, notamment les choses qu'il n'aime pas, les espèces de dilemmes qu'il a eu, les choix qu'il a dû faire, les compromis qu'il a dû faire avec le scénariste du film, parce qu'il a adapté son livre finalement, donc quelque part il ne pouvait pas faire n'importe quoi, pourquoi il a gardé la scène d'intro dans le désert, les sons, son rapport à la musique, son rapport à la peinture, enfin bon bref, il y a plein de choses qui sont passionnantes, franchement je regarde pas assez de documentaires et ça me donne envie d'en regarder vraiment plus. Donc c'est un vieux film aussi qui tourne depuis 2019, mais il est arrivé en France en début 2021, donc ça compte. Et voilà, si vous le connaissez pas, c'est l'occasion d'aller vous jeter dessus. It doesn't appear to have been a problem for the millions of people who've seen the film. They accept what we showed.
En deuxième proposition, je vous propose un film de Justin J. Dick qui s'appelle Anything for Jackson, qui est un film que j'ai vu aussi en festival, qui est une petite pépite et j'en entends jamais parler. Enfin, il y a que moi qui l'a marqué ce film. Que se passe-t-il? Donc c'est l'histoire. Alors l'histoire est vraiment pas mal. C'est un couple de vieux qui kidnappe une nana enceinte pour injecter un démon. Alors pour injecter un démon, non, pour faire une incantation satanique en fait, pour que leur petit-fils décédé puisse se réincarner dans le nouveau bébé. Voilà, c'est un peu fucked up, mais c'est génial. Donc la nana se retrouve encore une fois menottée au lit. Décidément, il y a beaucoup de nanas menottées dans mon top et de manière générale dans le cinéma d'horreur. Mais là, j'arrête pas de postillonner, c'est l'enfer. C'est pas très Covid. Mais donc là c'est excellent parce qu'on suit à la fois la nana qui essaye de s'échapper de ses bourreaux et à la fois les bourreaux qui essayent de faire en sorte de ne pas se faire choper et d'arriver à créer leur incantation, sachant qu'ils y connaissent rien en satanisme. Et il y a un bestiaire incroyable, le film est fou, il est super bien réalisé, il est super dark, et je trouvais que l'histoire était marrante. Enfin, le film est traité avec beaucoup de sérieux, mais il y a des moments de comédie quoi, dans le film qui sont... voilà, et comme c'est traité avec sérieux, enfin je sais pas, c'est bizarre, tu sais pas trop où te placer en tant que spectateur. Très bonne surprise que ce Anything for Jackson, allez le regarder, formidable. Et en première place de ce classement, je vous propose le film My Heart Can Beat Unless You Tell It To, film au nom à rallonge, ok, mais film excellentissime, film réalisé par Jonathan Quartas qui nous parle d'une famille, c'est deux frères et une sœur qui vivent ensemble sous un même toit, et un des deux frères, le plus jeune, est malade. Alors on voit très vite qu'en fait il a une maladie qui se rapproche au mythe du vampire. Alors on ne sait pas trop s'il est un vampire ou s'il est juste malade, on ne sait pas trop. Mais le frère et la sœur nourrissent de sang le petit frère. That's not happening. Do you have any idea what we do to get that blood? Du sang humain, quoi. On est en droit de se poser la question. Donc c'est un film social de vampire, un petit peu comme Only Lovers Left Alive là, de Jim Jarmusch, ou Transfiguration, ou Morse. Voilà, c'est les films qui parlent pas seulement de vampires, mais de qu'est-ce que ça fait d'être un vampire et quels sont les aléas dans la société. Et donc ce film-là, My Heart Can Beat, est une petite pépite parce que on voit un petit peu le mal-être de ce vampire qui socialement n'arrive pas à s'intégrer. Fatalement, il est obligé de rester dans sa maison, il entend les enfants jouer à l'extérieur, il a envie de jouer avec eux, il a envie de se faire des amis et tout, et il a une vie de merde, quoi, tu vois, clairement. Mais c'est aussi une vie de merde pour les frères et sœurs qui doivent le nourrir et tuer des gens. Donc il y a des choses aussi cornéliennes qu'ils doivent faire. He's our brother. Le film est un huis clos super sombre, la photographie est super sombre, il n'y a que les éclairages des lampes un petit peu par-ci par-là, c'est très éclairé, avec une lumière très douce, très soft quoi. Et le jeu d'acteur est vraiment aux petits oignons, le film n'en fait pas des caisses, c'est une espèce de film dramatique plus qu'un film d'horreur, mais ça utilise toute la mythologie fantastique du vampire et c'est formidable. J'ai passé un super moment, très émouvant, à la fois effrayant, ça fait froid dans le dos. C'est le genre de film qui te pend aux tripes, qui te dit viens avec moi, partage la peine, partage l'horreur des protagonistes. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? En tant que spectateur, tu te remets en question, et c'est ce genre de cinéma que j'adore voir. C'est me remettre en question, me poser des questions et sortir du film en me disant putain ouais, ça je l'aurais fait comme ça, ça dans cette... Enfin, tu te transposes en fait en tant que spectateur dans une narration fantastique. Et ça c'est fantastique, ça fait 2 fois fantastique. Alors petit bonus, j'ai eu la chance d'interviewer Jonathan Quartas, le réalisateur du film My Heart Can Beat Unless You Tell It To. Je vous laisse avec lui et merci à lui d'avoir répondu à mes questions. This film came from the experience that I had in 2016, back when my grandmother was in hospice. My grandma from my dad's side, and he has 10 siblings. He's the youngest of 10, and so there was a lot of people in one house, and we were all trying to establish her quality of life, and we knew she wasn't going to get any better. So there was a lot of tension between some of my aunts and uncles and cousins, naturally, and we all had different opinions. We all have different personalities. So I think there was something else in common, which is that we all have love for each other, because at the end of the day, we're still a family. So I thought that this idea, where it was more of a feeling, I felt like this exploration
of the dichotomy between the tension and the love between families when they're in these sorts of situations would make for an interesting premise for a film. My brother Michael and I, he's a cinematographer on the film, we shot a music video a couple months before, like a year before. We shot the feature and we did it in 4:3, and we sort of just fell in love with the format and the idea that you can fit everything inside this box. And we sort of had these characters stuck in this house, and it feels almost like they're imprisoned, and it's like an obligatory quarantine, which is funny because now we're all kind of in a quarantine. But anyway, we chose to go. We were going to do 166 at first for the film, but then we said, hey, we had so much fun doing it for the music video, let's just go all the way and do it in 4:3 and kind of encase these characters in a box. And we were really trying to give it this voyeuristic feeling where we're looking through doorways and through windows and down hallways. And so we were even tightening the frame even more than just the 4:3 aspect ratio. And I know that my brother likes a lot of headroom for some shots outside to kind of contrast the claustrophobia of indoors with the sense of loneliness outside. So we would put Dwight on the bottom of the frame with a lot of headroom on top. I don't know if it's so much a message, but it's more of an exploration of this question, I guess, this existential sort of question about how far we go for people we love or the sacrifices that we make, and how much of that is enabling, how much of that is love, and are we, the able-bodied people, treating the disabled person correctly, and are we empathizing for one another? So it's just questions about all these relationships and all these dynamics, more so than me trying to give a message that's so concrete. I think with a film that's more character driven like this one is, I think all the characters should be humanized, particularly the 3 siblings. And so for me, it was very important to humanize Thomas. Seeing that he's a vampire, I just saw that more of a sickness, and I felt like he still had his own desires and wants and needs, and he didn't just want to be taken care of, but he wanted to take care of people, and he wanted to love people, and he wanted a friend. And so I think it was crucial to make him feel like a real person and not just a monster, so to speak, or not just someone who was there to be fed. Well, it's good to hear that you loved it, and honestly, I'm very excited that a lot of people around the world are seeing it. I never thought that someone in France would see it, or in South America, or in Asia, and so it's been very exciting to see the reception and that it's mostly positive, and honestly, just anyone talking about it is cool. So yeah, of course, I would love to make another one, and I hope I get to do it soon, and I think it'll definitely be in the same vein of horror. Something more character driven, but this time I want to do something exploring my roots and my Colombian heritage. So it'll be mainly in Spanish, and it'll be set in Miami, which is where I was born and I still live in. And so we'll see when that gets made, hopefully this year. It has to be the 3 of us together. Donc voilà, ça vous fait 10 films à mater en 2022. J'espère que ce top vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que je sais que vous n'êtes pas tous abonnés, donc faites-le s'il vous plaît. Mettez un like, mettez un commentaire, enfin participez un peu à la vidéo, faites vivre la chaîne. En tout cas, je réponds toujours dans les commentaires. Et bientôt, la chaîne va fêter ses 10 ans. Ça commence à faire long, hein? Peut-être qu'on va s'arrêter à un moment, je sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Je vous prépare une petite vidéo qui va arriver bientôt sur l'émission Striptease, l'émission qui vous déshabille, documentaire, naturaliste, où on voit des cas sociaux. Grosse vidéo, grosse vidéo. J'espère que vous serez aussi au rendez-vous.